Bonjour, bienvenue dans la balado pour la suite, un nouveau projet de l'Arvoyure. Mon nom c'est Marie-Ève, je fais partie de l'Arvoyure depuis 2013, je m'implique dans l'organisme depuis longtemps. Je suis en compagnie de Jonathan. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Jonathan, un des cofondateurs de l'Arvoyure. Et dans le cadre de cette balado, je suis à la direction artistique de l'événement Les manteaux sur le lit et les bottes dans le bain, dont on va parler dans quelques instants. L'idée de faire une balado, c'est de rendre plus explicite les réflexions et la démarche qui sont derrière l'événement des manteaux sur le lit et les bottes dans le bain et qui aussi jalonnent l'Arvoyure depuis un bon moment. Oui, en fait, l'Arvoyure, c'est une compagnie de danse avec également une équipe de musiciens et musiciennes qui a été fondée en 2011. Ce qui nous distingue, en fait, c'est notre approche qui est beaucoup basée sur le collectif, sur le partage. On est un peu comme les geeks du trad qui aiment beaucoup réfléchir aux arts traditionnels, à ce que ça veut dire pour nous, à ce que ça veut dire pour nous comme société et comme individus. Donc, depuis 2011, on cherche par la danse, par la musique, par des productions, par des réflexions, à réactualiser là, notre vision des arts traditionnels. Et pour ce qui est de la veillée, Oui, les manteaux sur le lit et les bottes dans le bain, c'est ce qui porte un peu l'Arvoyure quasiment depuis les débuts. Donc, c'est la 11e édition qu'on va faire cette année à la gare d'Alousie, un nouveau lieu d'ailleurs, le 28 février. Donc, essentiellement, ce qu'on essaie de faire avec les manteaux sur le lit, c'est de déconstruire la veillée, de prendre la veillée et d'en faire un objet de création en effaçant la frontière entre le public et les danseurs, les danseuses et les artistes. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a à la fois des moments participatifs, des 7 carrés, des roues de gigs, des micros de chansons à répondre, etc., et des moments de performance avec les artistes de l'Arvoyure, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec des artistes invités. oui, puis au fond, tu parlais de frontières, ça fait partie de la réflexion de cet événement-là. Et cette année, en fait, plus directement, on va en traiter parce que le thème de l'événement, c'est le territoire. Et c'est à ce propos qu'on s'est entretenu avec Lou Horta et Yael Azoulay plus tôt dans la journée, qui sont deux invités de l'édition actuelle. On vous invite à écouter ça. Donc, on a avec nous Lou Horta. Lou est une artiste pédagogue brésilienne basée à Montréal, membre fondatrice du groupe Barbatuque. Elle a contribué à des albums et des bandes sonores de films internationaux comme Rio 2 et Le Garçon et le Monde. Elle développe aujourd'hui des projets mêlant musique, voix, mouvement, tout en partageant son expertise à travers la création et la transmission. Bonjour. Bonjour Marie-Ève, bonjour Jonathan et notre autre invité ici aussi, Yael. C'est ce quatrième invité mystère. Mystère. Qui n'est plus un mystère, Yael Azoulay. Donc, Yael est reconnue et réputée donc comme danseuse, chorégraphe, spécialiste en gigue québécoise et en danse percussive. Elle crée, danse et transmet ses techniques en gigue et en percussion corporelle au Canada, aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 15 ans, Yael pratique aussi le call, l'art de faire danser les gens dans des veillées d'animation et dans des contextes variés. Bonjour Yael! Bonjour tout le monde. Allô, Marie-Ève, Jonathan. Bien, merci beaucoup d'être là parmi nous pour réfléchir à la présente édition des Bottes dans le bain qui se centre ou se concentre sur la notion ou le thème du territoire, des frontières. En fait, à chaque édition, on saisit un peu l'occasion pour réfléchir à un thème ou à un angle précis. Cette année, et je pense que c'est normal dans le contexte sociopolitique, là, la question du territoire nous parlait beaucoup. On aime voir la culture, on aime voir les arts traditionnels comme quelque chose qui traverse les frontières, qui se partagent, et c'était peut-être une opportunité pour nous de parler de territoire de frontières d'une façon positive, d'une façon inclusive. Je dirais positive, inclusive et aussi peut-être déconstruire certaines idées par rapport à ça, puis en reconstruire de nouvelles. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait ça que vous puissiez comme vous présenter un peu particulièrement votre démarche, votre parcours. Donc, je ne sais pas si Lou, vous voulez commencer en vous présentant pour parler de vos influences, vos premiers contacts avec les arts traditionnels et comment ça vous a été transmis, puis un peu qu'est-ce qui habite votre pratique. OK, merci. Donc, j'étais toujours connectée avec la musique, c'est important de dire ça, même si je suis maintenant dans la percussion corporelle, pas maintenant, toujours dans ma vie. Mais j'ai commencé en jouant de la guitare et à travers du chant,
chorale. Depuis, j'ai comme 8 ans. Ça fait longtemps que je suis dedans de la musique. Je suis compositrice aussi, donc les côtés poétiques et les côtés musique brésilienne étaient toujours dans mon quotidien. J'ai étudié musique dans l'université au Brésil aussi. Mais c'était là que j'ai connu Fernando Barba, qui était le directeur du Barbatuques. Et on a commencé notre parcours d'une grosse recherche du son du corps. Donc, toujours, j'étais emballée, on dirait, pour ces deux travaux, la recherche du son qu'on peut faire à travers du corps et les côtés musicaux, compositrice et chanteuse aussi. J'ai toujours travaillé comme enseignante de chant aussi. Bien, merci beaucoup. Puis c'est ça, c'est comme si la danse, elle s'est jointe ou c'est venu un peu naturellement ou on pourrait dire même organiquement dans votre démarche, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Parce que tous les rythmes au Brésil, quand on cherche la samba, les baião, les maracatu, il y a toujours une danse connectée avec. Il y a des instruments, il y a des rythmes qu'on travaille, qu'on a transposés au corps. Ça, c'est le travail chez Barbatuques. Comment on peut transposer ces rythmes-là? On va penser à tous les instruments qui font partie de ces rythmes et comment on peut imiter en utilisant juste le corps. Wow. Je me disais qu'on allait pouvoir se tourner éventuellement vers Yaël parce que la question de la danse, de la percussion corporelle, je pense que c'est quelque chose que tu connais bien. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance d'aller au Brésil et d'aller auprès de Barba, de Fernando Barba et du groupe Barbatuques et d'aller expérimenter un peu leur recherche, leur processus de recherche. Ils étaient en création à ce moment-là, au tout début de la recherche, en fait, autour de Tumpa puis du spectacle pour enfants. Et donc, de les voir en studio, de connecter un petit peu avec ça, le processus musical, parce que c'est ça ce qu'elle nomme, que tout part de la musique, c'est vraiment très inspirant, impressionnant de voir la transposition de la musique sur le corps. Donc, c'est ça. Et après, d'avoir eu la chance aussi de voir les répercussions de Barbatuques à São Paulo auprès d'autres groupes qui sont des geeks aussi, tu sais, tantôt on parlait l'Arvoyure, puis comme Fritos, tu sais, par exemple. Música do Círculo. Música do Círculo, qui sont des groupes qui font que de faire de la recherche expérimentale autour de la musique corporelle et de ce que fait le son et le corps ensemble. Puis, donc ça, c'était vraiment comme une révélation un petit peu pour moi à cette époque-là, avant même d'éventuellement avoir un mari brésilien et de me rendre grâce à ça au Brésil vraiment régulièrement, mais tout ça est arrivé avant. Oui, mais en fait, ce qui est incroyable, je trouve, dans tout ça, c'est que par des gens qui se sont intéressés à Barbatuques au Québec. Mais après ça, il y a une communauté complète de danseurs, de danseuses du Québec qui ont appris aussi un petit peu le vocabulaire de Barbatuques, qui ont eu accès à ça par justement des gens comme Yaël, des gens comme Dominique Desrochers, comme différents artistes du Québec se sont intéressés aux percussions corporelles, dont celle de Barbatuques. On parle de culture qui voyage, là, on est en plein là-dedans avec ce groupe-là. Oui, 100%. On a même, tu sais, Dominique a transposé des rythmes très populaires de Barbatuques en gigue. Fait que ça aussi, ça a été une démarche qui a été quand même incroyable de faire ça, de faire le rythme exactement de Barbatuques, mais dans la gigue. Donc, tu sais, on est dans le grand mélange, là. Mais oui, puis ça serait intéressant aussi de savoir un peu, toi, comment tu t'es rendu là ou comment c'est arrivé peut-être dans ton parcours aussi. Oui, bien, c'est ça. Moi, j'ai commencé par les ensembles folkloriques, comme beaucoup des personnes au Québec ici, à Laval, au Pied-Léger. Enfant, à regarder, à apprendre des danses d'un petit peu partout dans le monde, à apprendre des danses du Québec, donc à avoir cette ouverture-là. Puis, étant donné que moi, j'ai un bagage, un héritage quand même culturel multiple, c'est aussi ce qui a motivé, en fait, mes parents à m'inscrire à la danse folklorique. C'était la connexion avec les cultures du monde, l'ouverture. On a énormément voyagé. On en reparlera dans la notion de territoire aussi avec mes parents, mais il reste que ça, c'est intimement relié à mon parcours et au fait que rapidement, très jeune, je suis partie à l'aventure un petit peu me former auprès de différents maîtres, mais dans différents pays aussi, donc notamment au Brésil, mais aussi en Argentine ou au Mexique ou en Europe aussi, en Bulgarie, en Turquie. J'ai eu un gros trip turc gigue, là, tu sais, la turquoise, s'il y en a qui se rappellent avec Bijiko. Mais c'est des créations puis de la recherche qui m'a beaucoup habité, beaucoup inspiré, en fait, de constamment essayer de voir comment ce qu'on fait ici au Québec se situe en lien avec d'autres choses. On dirait que pour moi, ça faisait pas de sens de l'isoler, si on veut, tu sais. Fait que c'est toujours un peu l'art de manière générale, j'ai l'impression, c'est
c'est à propos des relations, c'est à propos des échanges entre humains. Donc, très rapidement, pour moi, ce qui m'attire, ce qui m'inspire, c'est ça. C'est d'essayer de trouver les points de rapprochement entre nous par la musique, par la danse, par le rythme, notamment, évidemment. Donc, c'est ça, mon parcours le bagage est très, très, très large, varié, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'habite et ça change aussi, tu sais, je pense que je réfléchissais à ça, mais poser la question de c'est quoi tes influences ou ce que tu fais aujourd'hui? Poser cette question-là à différents moments dans la vie va amener différentes réponses aussi, fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, mais ça va continuer à évoluer, évidemment, au fil de ma vie, donc c'est ça. Mais merci beaucoup. Mais merci pour vos réponses. Je pense qu'elles nous amènent assez naturellement vers le thème propre au bas dans le bain de cette année. Donc, comme on disait en ouverture, l'édition va être marquée par une réflexion sur la notion de territoire. Puis on est globalement parti du fait que le territoire, ça peut prendre plusieurs formes. Des formes comme topographiques, c'est un lieu, des formes politiques, sociales, culturelles, spirituelles. Puis je pense que même aussi pour des danseurs, c'est une forme très physique, là. Le corps peut devenir un territoire à part entière. Penser au territoire, comme on disait, ça s'inscrit aussi dans un contexte politique plus large. Puis ça nous amène à des questions connexes comme les frontières, les distinctions, les exclusions, puis à l'inverse, les relations, les inclusions. On l'a déjà, je pense, tout un peu abordé à travers vos parcours. Mais avant de peut-être réfléchir un peu plus globalement, je me demandais, quand on parle de territoire, qu'est-ce que ça évoque pour vous, peut-être en lien avec votre pratique, votre parcours? Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. En fait, tu l'as vraiment bien nommé parce que pour moi, c'est les territoires, c'est ça. C'est comme une notion, je pense, qui est vraiment plurielle, qui n'est pas fixe, qui est très poreuse. Mon identité m'amène dans cette réflexion-là, justement, et c'est une notion aussi qui est assez complexe pour moi. Tu sais, le fait d'avoir 2 parents immigrants, c'est sûr que ça joue avec cette notion-là, tu sais, d'appartenance. Et ce que j'ai constaté, justement, dans ma vie, c'est, en réfléchissant à tout ça, c'est comme une espèce de... Ça a commencé le territoire d'une manière très, très large, où est-ce que je l'ai beaucoup exploré, puis que c'était comme tout. Puis on dirait, plus ça va, plus il y a comme une espèce de volonté, si on veut, de se connecter avec un territoire de plus en plus proche de ma position géographique, on va dire ça comme ça. Fait que c'est comme si le travail que j'ai fait avant, c'était un travail dans la recherche, l'exploration. Et là, soudainement, je me retrouve à faire un travail de collecte de gens, tu sais, sur le territoire ici, puis à vouloir le transmettre à des gens ici. Puis, tu sais, il y a comme un petit entonnoir qui s'est créé quand j'observe et j'analyse ça, puis j'essaie de comprendre tout ça, puis j'ai pas les réponses encore, mais certainement, c'est une volonté, je pense, de chercher à comprendre, de chercher à s'enraciner. J'ai jamais eu un sentiment très profond d'attachement envers un lieu. J'ai un sentiment très profond d'attachement à des racines et à des connexions qui sont assez différentes l'une de l'autre, tu sais. Puis j'ai eu la chance de passer du temps dans le territoire, tu sais, du Maroc, dans le territoire de la France énormément, qui sont mes sources d'inspiration, puis mes connexions culturelles, mon héritage finalement. Puis c'est ça, je pense que le fait d'œuvrer dans le trad, puis dans tout ce qui a rapport avec la transmission, ça donne un autre rapport aussi au territoire, où est-ce que t'as envie d'essayer de nourrir ce territoire-là, en fait, pour ce qui pourrait rester après, tu sais, il y a ça aussi. Donc, comment contribuer à mon territoire, c'est une chose, mais comment ressentir mon territoire, ça, c'est comme une autre chose. C'est très compliqué, là. Oui, mais c'est ça, intéressant parce c'est que ésotérique, limite. Mais... c'est par rapport à la manière que je pense le territoire. Ouais. Je te remercie énormément pour toucher ce territoire-là parce que je pense que c'est très connecté avec notre conscience aussi, notre cœur. Parce que pour moi, je suis née au sud du Brésil et mes parents, ils ont voyagé beaucoup. Pendant toute notre vie, on a changé beaucoup de place au Brésil. Mais à un moment donné, on était dans la province de São Paulo et j'ai resté là la plupart de ma vie. Et São Paulo, c'est le territoire qu'on a tout. Tout du Brésil, tout du monde. Donc, cette sensation d'avoir une identité, des racines très forte, elle n'a jamais existé dans ma vie. J'étais toujours connectée avec la musique brésilienne, c'est sûr, mais c'était toujours bizarre de dire « Ok, j'habite à São Paulo, je suis très ici, mais je suis née au sud du Brésil, que je ne suis pas exactement connectée avec là-bas. » Et ça fait longtemps que je suis en train de réfléchir que d'avoir l'occasion de construire un langage à travers du son du corps, ça m'a donné un territoire, ça m'a donné une belle place pour m'exprimer.
pour exprimer ma musique. Et même le travail avec la voix, il exige beaucoup d'auto-écoute, on dit ça. Introspection. Introspection aussi. Donc, comment l'art, elle peut exprimer, nous sommes tous les êtres humains avec un instrument magique incroyable, une force d'expression. Ça reste le point commun de tous les territoires, Exactement. le corps humain qui s'y trouve, puis le corps humain qui s'exprime partout. Tu sais, toutes les cultures ont leur façon de travailler le corps différemment, mais qu'au final, le fond, tout le monde le fait, de travailler, que ce soit par la voix ou par la percussion, ou par les pieds, ou peu importe. Il y a des pratiques qui sont vocales et percussives dans toutes les cultures. Toutes les cultures, il y en a des points communs qui sont incroyables. Depuis que je suis arrivée ici, je suis oh my God, ça, c'est par rapport à ça, c'est super intéressant. Donc, je pense toujours qu'on a on a cette mission, prendre soin de ces traditions parce qu'elles sont comme les trésors, mais comment on peut aussi les rendre capables de nourrir ces côtés plus modernes. Donc, on a toujours avec ces contradictions. En fait, c'était un peu aussi le sens de la prochaine question que je voulais vous poser. Vous avez évoqué plusieurs territoires, plusieurs endroits où vous œuvrez, d'où vous venez, des héritages comme assez nombreux, multiples. Mais je me disais, vous êtes quand même des artistes qui pratiquent une tradition qui est, elle, rattachée à un territoire. Quand on pense à la gigue, on la pense, oui, à travers l'Irlande, mais dans ta pratique, c'est la gigue à travers le Québec, principalement. Je sais pas comment... est-ce que c'est difficile à réconcilier d'une certaine façon? C'est ça, c'est très bizarre parce que c'est un élan naturel, moi, qui m'est venu, d'avoir envie d'explorer la gigue puis de l'intégrer vraiment dans ma vie, juste par amour et passion pour le médium puis l'art, le son puis la technique puis tout ce que ça comprenait. Puis après, ça s'est complexifié dans le rapport aux personnes puis au territoire, évidemment. C'est ça, je pense que les relations avec les gens fait en sorte que ça prend tout son sens pour moi, le rapport avec le Québec, avec le territoire où je suis présentement. C'est mes rencontres avec des gens qui giguent. C'est ça qui permet, dans le fond, de faire du sens à cette pratique-là, puis de l'ancrer ici localement. Fait que ce soit par, justement, traverser le territoire, rencontrer des gens un petit peu partout qui giguent, voir comment ils giguent, qu'est-ce qu'ils font avec ça, pourquoi ils giguent. Toutes ces révélations-là qui font en sorte que ça continue à me parler puis que ça continue à m'habiter. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est drôle, on a tellement relié le territoire à l'identité. Mm-hmm. On dirait que j'aurais pas nécessairement pensé que ce serait aussi relié, mais ça l'est d'une manière profonde. Puis c'est souvent même quelque chose qui est confrontant pour moi, où les gens, même ça vient des autres plus que de moi-même, de dire « Ah, mais tu sais, toi, comment ça se fait que tu t'intéresses à la gigue? Tu sais, tes parents sont pas d'ici. » Puis tu sais, c'est comme tout le temps une question, moi, récurrente, là, c'est sûr. Toujours de se poser la question « Mais voyons, pourquoi t'as une connexion avec ça? » Puisque, tu sais, c'est pas comme si, je sais pas, c'était dans ta famille ou que t'as grandi avec ça ou que tu remontes à tes ancêtres acadiens ou français, whatever. Moi, j'ai pas ça. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai jamais eu une vraiment bonne réponse à cette question-là, mais elle m'est posée plus que moi, je me la suis posée. Et ce qui est absurde, je trouve, ce qui est drôle dans cette question-là, c'est que moi, par exemple, on me la pose pas dû au fait que mes deux parents sont nés au Québec, mais j'ai pas plus appris la gigue dans un contexte traditionnel. J'ai pas appris par mes parents, j'ai pas appris par... Donc, j'ai appris de la même façon que toi, au final, qui est par des écoles, par des institutions. Mais comme j'ai une histoire familiale qui est différente, c'est comme si là, on s'intéresse pas de la même façon, alors que le processus est finalement très similaire. Exactement. Puis je sais pas, tu sais, si un jour j'aurai une réponse, mais je sais pas non plus si même, par exemple, si toi, t'en as une de pourquoi ça t'intéresse la gigue, tu sais, est-ce que ça va être nécessairement relié à ton identité puis ton territoire ou peut-être pas, tu sais, je sais pas, mais je trouve que c'est une question qui est dure à répondre, en fait. Et c'est une question, comme tu as dit tantôt, qui évolue énormément selon les jours, selon les semaines, selon les années, selon ce qui se passe autour de nous. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais de point d'arrêt. C'est vraiment une réflexion continue. Ouais, puis c'est quand même une réflexion, moi, je trouve, qui est assez politique aussi. On dirait que j'avais envie de savoir si, des fois, tu sentais pas que le territoire, finalement, politique et le Québec t'enfermait pas d'une certaine façon, tu sais, vu qu'on le ramène ça à l'identité ou à une espèce de... C'est cette conception ou d'idée que la gigue, c'est québécois. Qu'est-ce que... Je sais pas... des fois, tu débats pas un peu avec cette ouais, notion-là. c'est sûr que, tu sais, j'aime pas nécessairement
trop quand on fait l'amalgame facile de la politique puis de la tradition, tu sais. Je trouve que c'est un raccourci assez simpliste. Puis aussi, j'ai très tôt dans mon parcours découvert le territoire de la francophonie canadienne, qui est énorme, qui donc par l'Acadie, mais par aussi franco-manitobain, albertain, ontarien, peu importe, où la gigue est présente, où le rapport à cette tradition est très, très présente aussi. Mais ça a été très tôt quand même dans mon parcours. Fait qu'on dirait que j'ai associé plutôt la gigue à une culture peut-être, oui, francophone canadienne, mais aussi celtique, tu sais, veut pas. Donc, rapidement aussi, tout ce qui est relié à l'Irlande et tout. Fait que c'est comme c'est très poreux pour moi, puis ça n'a jamais été comme pris dans une boîte du Québec. C'est des questions qu'on m'a posées, mais qui, moi, je me les étais pas posées d'emblée. C'était comme si, naturellement, c'est un partage, c'est une recherche de l'autre et c'est un territoire multiple. Fait que là, je comprends que ça le devient. Tu sais, le trad a beaucoup été associé où on suit les vagues puis l'intérêt pour le trad avec la politique. Puis même maintenant, avec ce qui se passe actuellement au Québec, je suis curieuse de voir aussi ce qui va nous arriver dans les prochains mois. Puis on peut se dire, est-ce que c'est une opportunité pour notre milieu, tu sais, puis comment on situe tout ça? Mais en même temps, je trouve ça vraiment simpliste parce que ça exclut beaucoup, beaucoup de monde qui peuvent contribuer à cette tradition-là. Puis ça, c'est sûr que c'est mon discours puis mon sentiment profond de penser que la tradition, elle se construit avec tout le monde qui est ici. Puis je pense que Lou contribue en ce moment à la tradition du Québec par sa présence et par son rapport avec nous, puis le lien qu'on crée avec elle. Il y a naturellement, finalement, du mélange. C'est ça un peu que... Ben oui, c'est fait à partir d'un mélange déjà à la base. Tu sais, on parle d'un mélange qui continue à évoluer, à grandir, à se complexifier. Puis si on se ferme à ça, j'ai l'impression qu'on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça. Ben moi, d'emblée, je peux pas le vivre comme ça, de par qui je suis, mais j'ose espérer, en tout cas, que les gens voient la richesse et la force d'être plus ouverts dans la pratique et la dynamique de la tradition, finalement. Ouais, je pense qu'on peut se rappeler, tu sais, que les arts traditionnels, ça se développe par la rencontre, avant tout. Et la rencontre, ça se manifeste par l'immigration. Donc, je pense que c'est à garder en tête toujours quand on essaie d'avoir un discours, quand on essaie de nous apposer un discours qui est peut-être plus politique ou qui a une certaine tendance politique plus nationaliste sur notre pratique. Je pense que c'est important que nous, on porte ce message-là puis qu'on le rappelle aux gens qui ont peut-être une vision qui n'est pas tout à fait celle-ci des arts traditionnels. Oui, bien c'est ça, c'est comme si on cherche à délimiter les arts traditionnels souvent, mais à travers des frontières politiques, alors qu'on peut quand même les considérer comme deux choses très différentes. Puis justement, moi, je me demandais comment, en ayant un parcours qui est déjà qui est sorti des frontières physiques, là, dans le sens que vous avez pratiqué la danse et la percussion dans deux pays, je me demandais comment, en fait, vos deux pratiques à deux endroits géographiques différents se nourrissaient ou comment elles dialoguaient ensemble? Je pense que toute la conscience politique au Brésil sont un peu différentes d'ici. Okay. Ça part de notre différence culturelle, je pense, parce que notre culture était une culture toujours plus ouverte, très colonisée d'une manière dure, comme ici. On a vécu d'horreur aussi pendant la colonisation du Brésil. Mais en même temps, tu es plus poreuse. J'aimais ce mot-là qu'elle utilisait au Brésil. Tout le monde est plus flexible. Et je pense que dans les traditions, on a toujours ce côté, OK, comment on peut prendre soin de la tradition? Mais on est toujours curieuse parfois. On a ce côté, là-bas, ça se passe quelque chose de différent. Est-ce que au Brésil, ça se passe plus comme ça, cette curiosité. Donc, chez Barbatuques, par exemple, depuis on a commencé à se déplacer hors du Brésil, Barba, il avait ce talent-là de créer une nouvelle chanson en mélangeant quelque chose qu'on a pris dans un autre territoire, par exemple. C'était comme quelque chose qui se passait dans notre façon de couvrir une nouvelle langue, un nouveau accent. On a plusieurs exemples dans nos albums. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Ska Menko par rapport au flamenco et le ska africain. C'est un type de reggae africain. Et si tu vas faire une analyse de ce qu'on a là-bas, tu vas reconnaître ces accents. Donc, je pense qu'au Brésil, c'était toujours plus naturel à cause, quand on pense à la musique brésilienne, elle était toujours mélangée. Ça, les mélanges se font plus naturellement, plus facilement, puis vous n'avez pas nécessairement reçu des critiques ou des reproches comme quoi ça dénaturait la tradition, entre guillemets. Non, je parle toujours par rapport à la musique, c'est mon territoire. On dit ça, du territoire. Il y a des personnes qui
prennent soin par rapport à l'histoire, par rapport comme quelque chose de très important qui donne une couleur à une culture, elle peut se maintenir, grandir et elle peut continuer à être une source d'inspiration. Mhm. Mais il faut aussi comprendre qu'on a des rebelles aussi. On a des personnes qui sont créatives, on a des personnes qui sont curieuses. Pas juste une personne, parfois une gang qui veut faire quelque d'autre chose. C'est une chose naturelle. Quand on se déplace, il faut parler du déplacement comme une source de créativité. Il faut penser à ça aussi. Ça, c'est pas parce que vous êtes en train de la transformer ou de l'adapter ou de faire des mélanges que nécessairement vous la préservez pas d'une certaine façon, que vous n'avez pas besoin de vous nourrir de ce qui a été aussi comme préservé auparavant. Ou à travailler la tradition, il y a toujours un contact aussi avec des éléments c'est ça, desquels on a pris soin, qu'on essaie de conserver, mais conserver souvent en tant que, je pense, répertoire disponible pour les gens qui vont créer puis qui vont proposer d'autres choses. Puis éventuellement, on revient à certaines choses, j'imagine, souvent. Là, puis je pense que dans le souci du collectage, il y a un peu ça, aller chercher des pas de gigs qui vont nourrir éventuellement des créations. Je sais pas. C'est comme un cheminement de croissance personnelle. Tu sais, quand t'es comme... tu dis, je vais travailler sur moi parce que, je sais pas, il y a des choses que j'aurais le goût qui soient autrement, mais en réalité, il y a aussi un respect profond pour qui t'es comme personne, mais tu veux juste rajouter des couches de maturité, d'expressivité, de je sais pas quoi pour continuer à vivre, tu sais, autrement. On a notre ADN, on a notre génétique, mais après ça, on continue à grandir comme être humain au fil du temps, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose qu'on fait avec la tradition, tu sais. Il y a une génétique puis une ADN à toute cette tradition. On l'honore, on la respecte, puis après, on a envie de s'amuser avec, puis de la colorer selon qui nous on est, tu sais. Je pense que quand on collecte, si je vais collecter quelqu'un, je me vois pas nécessairement dans cette personne-là. Je sais pas, je me dis pas, un miroir de qui je suis, puis là, on est pareil parce que les deux, on gigue. C'est comme, on peut être des gens complètement différents, mais avec certaines petites choses, tu sais, qui vont nous relier. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que si on gardait toujours une tradition comme intacte, pure, tu sais, le parallèle avec le muséal et tout, ben ce serait ça. Tu sais, on ferait comme du copier-coller, on ferait du clonage un petit peu, puis d'une personne à l'autre, on ferait toujours la même chose, mais tu sais, on n'est pas du tout là-dedans quand on parle de faire vivre une tradition. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là. On est dans une dynamique d'observation, même d'admiration face à quelqu'un ou à quelque chose qui est en train de se passer. Mais après, on veut pas reproduire cette chose-là nécessairement. On veut juste comme se nourrir puis l'apprivoiser un petit peu à notre manière puis la faire grandir. Ouais. J'ai un peu l'impression, tu sais, que la collecte, au final, c'est un peu d'aller, je sais pas, là, il y a une terre, là, on va juste brasser, là. On va chercher qu'est-ce qu'il y a dans cette terre-là, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui émerge. Des fois, pour redynamiser, tu sais, c'est ce qu'on voit souvent dans les processus de collecte, là, c'est qu'après ça, il y a une prise de conscience des praticiens, des praticiennes de « Ah, ben oui, je porte ça. OK, ben oui, j'ai envie peut-être de le mettre un peu plus de l'avant. » Puis pour, après ça, nourrir les autres des pistes différentes, de saveurs différentes, ou de venir conforter des choses, ou de venir mieux comprendre notre pratique à nous en essayant de justement, pas la comparer, mais la mettre en relation avec ce qu'il y a d'autre sur le territoire. Là. On dirait, pour moi, il y a quelque chose de très lié à la terre. Tu as parlé de ça, puis ça fait penser comme on arrive dans le temps des semis, là, bientôt, mais tu sais, comme les semences, là, justement, puis tu sais, il y a tout le temps les souches, là, tu sais, les semences comme de... Puis après ça, quand ils se mettent à les mettre ensemble puis à les combiner pour créer comme un nouveau piment, là, tu sais, ou une nouvelle... Mais tu sais, c'est un peu ça, tu sais, c'est comme... C'est vraiment une super belle métaphore reliée au territoire en ce moment, mais je sais pas si vous connaissez Olivier, là, qui a les semences du batteux, là, dans le coin de Beaumont, puis qui est un violonneux qui fait des... Puis tu peux acheter tes semis d'olivier, mais c'est ça, c'est comme si... Puis il y a comme un historique relié à chaque petite graine, dans le fond, là, tu sais, puis tu peux savoir d'où ça provient, puis comment ça a été aussi transformé pour devenir un nouveau légume, dans le fond, ou une nouvelle variété de légumes, tu sais, c'est... Je veux dire, je pense qu'on vit ça dans tellement de domaines de la vie, fait qu'on le vit nous aussi dans notre pratique, là. Puis pour rester dans le... Image. C'est vraiment... Oui, c'est cool. Mais... Et pour rester dans la thématique, là, dans les fruits et légumes, là, tu sais, j'ai l'impression que parfois aussi, on oublie des saveurs de plantes... de plantes ancestrales, tu sais, on voit des fois des types de tomates, là, que, tu sais, on utilisait les bonnes vieilles tomates italiennes depuis des années, puis là, hop, on a des tomates de terroir québécois qu'on n'utilisait pas. Puis des fois, c'est pas mauvais de retourner aussi, voir, mais qu'est-ce
qu'est-ce qui a poussé aussi sur notre territoire, puis on peut essayer de le ramener ou d'aller le rechercher parce que c'est des choses qui sont riches et savoureuses. Puis ça prend un territoire spécifique pour faire pousser certaines choses. Donc, c'est ça qui influence qu'est-ce qui se passe là. Tu sais, il y a tellement de choses qui ont influencé la pratique qu'on a, nous, de la gigue ici. Mais ouais, sauf que c'est ça, on dirait que ça peut être quand même pas dangereux, mais tu sais, il y a comme un glissement entre cette idée-là de retour vers certaines spécificités locales. C'est ça, c'est intéressant de penser les éléments qui sont plus locaux, plus spécifiques, mais pas nécessairement purs. Parce que penser au territoire, oui, à travers ce qu'il peut nous offrir régionalement, localement, puis dans sa particularité, c'est bien, mais on dirait que le glissement avec la notion de pureté, il peut être dangereux aussi. Puis je trouve que par rapport à la tradition, on est toujours en train d'être pris avec ces étiquettes-là qu'on va nous mettre au fond. Tu sais, la gigue, ça serait purement associé à des Franco-Canadiens qui sont Québécois, Québécoises. Fait qu'il y a aussi ça qui est, je pense, à mesurer dans le rapport à un répertoire plus traditionnel. Puis ce qu'on a envie de préserver, au fond, c'est le préserver, mais il faut quand même aussi pouvoir le concevoir comme étant altérable. On peut le changer, on peut aller piger. Moi, c'est ça qui me fait peur dans ton exemple de tomate, Jo. Oui, mais c'est toujours vivant. Il faut penser que la tradition, elle se transforme. Et parfois, on a des moments dans l'histoire qui vont briser certaines traditions. De chercher des anciennes traditions, ça donne beaucoup de force à les générations suivantes. Ça, c'est visible quand on regarde les enfants en dansant, en chantant les chansons de grands-parents, par exemple. Ça donne quelque chose. Ça, c'est la tradition, je pense, vivante. Mais en fait, c'est la question de rester toujours en dialogue avec quelque chose. Ouais. Mais le danger puriste, ce serait de dire je vais aller chercher cette tomate-là ou je vais chercher ce pot de gigue-là et c'est la vérité. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est meilleur parce que je pense que c'est là le danger plutôt que de rester en dialogue, de rester toujours dans une posture de curiosité, de dire j'ai envie de découvrir ce qui a été avant moi. J'ai envie aussi de découvrir tout ce qui est autour de moi et de mettre tout ça en relation pour me construire, pour être dans une posture toujours d'évolution et une posture vivante. Oui, mais je pense que la culture, elle est comme la nourriture à chaque personne. Chaque personne, elle sait ce qu'elle veut faire. Et je pense toujours qu'il y a des personnes qui vont prendre soin plus de la tradition et des personnes qui vont porter de nouveautés. Je pense que les deux sont importants. On dirait que comme ceux qui altèrent les recettes ou suivent les recettes. Mais c'est aussi comme... Des fois aussi, c'est super inconscient. Tu sais, je pense que là, on est dans l'analyse consciente, mais il y a aussi des courants, puis des phénomènes, puis aussi des influences qui sont assez inconscientes. Puis moi, ça me rappelle tout le temps, puis ça va me marquer toute ma vie, mais la première fois que je suis allée en Irlande, puis qu'on présentait un spectacle là-bas avec Zeugma, puis qu'on a fait une discussion avec le public après, et que là, les gens ne savaient pas que les Irlandais avaient amené la gigue au Québec. Puis qu'on giguait, était comme... Comment ça se fait que vous giguez au Québec? Et nous, on est comme, mais là, on est en train de visiter, genre, la terre-mère, là, tu sais, c'était comme super émotif parce que pour nous, on reconnecte avec comme, oh, mon Dieu, tu sais, c'est quasiment un voyage spirituel pour nous. Puis là, eux sont comme, ah, comment ça, vous giguez là-bas? Puis on leur apprend que eux sont venus chez nous et, ben, c'est ça, avec leur musique et leur danse, et que nous, ben, on a continué à danser ça. Puis ça a été comme une espèce de moment de genre, OK, c'est si évident pour nous, mais si peu évident pour eux. Et c'est une influence, puis, tu sais, une espèce d'exemple d'exil, finalement, aussi, puis de changement, mais qu'après, on n'est même pas conscient de l'impact de cet exil-là, finalement, une fois qu'on revient. Tu sais, c'est spectaculaire, l'histoire, comment ça peut se dessiner. Cet exil-là, puis les populations forcées de changer d'endroit, ça provoque des choses, puis souvent, c'est juste inconscient. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, des fois, de se détacher de soi, de se demander qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'amène, mais c'est juste, il se passe quelque chose et on pourra constater ce que ça va générer éventuellement, mais sans avoir besoin d'être ultra supra-conscient en ce moment, tu sais. Oui, puis on dirait qu'il y a aussi, c'est ça, la tradition, c'est quand même quelque chose qui se vit, ou les arts traditionnels, je dirais, qui se vit beaucoup dans le moment, c'est très circonstanciel, avec les individus qui vont être là, comment... Je sais pas, juste le lieu aussi, comment il peut influencer. C'est quoi l'acoustique? C'est qui est là, à quel moment, avec quel instrument, quelles influences, quelles pratiques. Puis là, il y a quelque chose qui peut se passer. Puis vu que un des fondements des arts traditionnels, c'est quand même dans la relation et dans l'écoute ou dans une espèce de travail, souvent aussi d'improvisation à plusieurs. Tu sais, un jam, c'est
ça ressemble pas mal à ça. Mais c'est sûr que ça donne lieu à quelque chose qui est toujours inattendu ou qui est comme difficilement mesurable, où on peut pas planifier ce que ça va créer ou ce que ça va engendrer. Puis après, on va faire une photo de ça, puis ça va donner quelque chose. Mais c'est un peu par rapport à ce que tu disais dans la vérité. C'est intéressant ce que tu nommais, Jonathan. C'est que c'est ça un peu la recherche aussi de l'historiographie, tu sais, de l'histoire, de se demander qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est ça qu'on a retenu, tu sais, ou que c'est ça qui perdure aujourd'hui. Mais on le vit aussi avec la tradition. Dans une collecte aussi, c'est un moment précis. Ça veut pas dire que si on faisait la même collecte 10 ans plus tard, même auprès de la même personne, qu'on retirait la même information. Fait qu'il faut avoir cette sensibilité-là de dire il n'y a pas de vérité pure dans tout ça. Il y a simplement des gens, des émotions et des relations et notre interprétation. En fait, c'est une histoire qu'on se raconte. C'est des frontières qu'on dessine autour de quelque chose qu'on considère comme de façon commune. On se dit que la gigue, qu'on a appris les Irlandais, qui est quelque chose de quand même récent, somme toute, dans notre histoire, on considère que ça fait partie de nos traditions. Et pourquoi ça, on considère que ça fait partie de nos traditions et pas autre chose? Ben, c'est des traces, c'est des frontières qu'on a tracées selon des critères précis à un moment de notre histoire aussi. Puis moi, c'est ce que je trouve intéressant avec la question d'avoir un regard sur la tradition, c'est qu'au final, c'est des choix arbitraires parce qu'il y a d'autres éléments qui se sont partagés, qui se sont transmis, d'autres formes de danse qui nous ont influencés de d'autres cultures, de d'autres pays, quasiment autant, mais qu'on a choisi de façon très inconsciente là, que ça ne faisait pas partie de ce qu'on considère comme peut-être nos arts traditionnels au Québec. Ben moi, je dirais consciente aussi. Là. Je pense qu'il y a des choses qui, effectivement, comme sont apparues comme étant la tradition, puis il y a des choses qui ont été volontairement peut-être laissées en marge ou politiquement, c'était peut-être plus utile de les laisser en marge. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, être des geeks de trad, là, c'est d'aller essayer, pas de surpasser les archives, mais de travailler à partir d'archives, puis d'aller voir à l'extérieur ou les contours ou ce qui s'est passé derrière ou c'est ce qui s'est pas dit ou ce qui est comme potentiellement peut être révélé par l'archive mais qu'on n'entend pas a priori. Tu sais, je pense que c'est là aussi le travail de réinterprétation. Puis en plus, il y a un danger à vouloir tellement créer une vérité traditionnelle qui est justement de peut-être exclure et faire peur à bien du monde qui aurait envie de faire du trad. Puis ça, c'est quelque chose que moi, qui me fait peur des fois. Je suis comme, j'ai pas envie que les gens... Des fois, il y a ça, tu sais, l'espèce de syndrome de l'imposteur, de dire, j'en sais pas assez. J'ai pas assez de notions historiques, tu sais, j'ai pas assez étudié, je sais pas assez d'où ça vient. À quel point est-ce qu'on doit être des érudits du trad pour faire du trad? Il y a quelque chose là-dedans que je trouve qui est dommage. Puis moi, je suis comme, non, tu sais, il faut que ce soit ouvert parce que tu as le droit aussi de contribuer à cet espace-là artistique. Tu as le droit de contribuer à cet espace-là à ta manière, tu sais. Oui, même à cause que le trad, ce que je trouve beau, c'est actif, c'est vivant. Ça c'est le vrai trad. Il n'est pas une chose à l'université. Ça brise l'esprit du trad. C'est quelque chose qui se passe. C'est pas juste intellectuellement, je pense. Ouais. Mais une question, comment pensez-vous par rapport à l'appropriation? Parce que la question de l'appropriation, c'est quelque chose lié au territoire aussi. Moi, je fais de l'appropriation, en fait, en gigant. Déjà. Oui, mais c'est une question. Je trouve que c'est vraiment une bonne question parce que quand même, malgré tout, on se met on a des frontières, on a des limites qu'on trace. On peut pas non plus tout faire ou tout intégrer. D'une certaine façon, il y a des choses qu'on va discriminer ou qui vont être discriminées malgré elles ou peut-être parce qu'il y a des sensibilités qu'on a ou des éléments, des endroits où on veut pas aller. Je sais pas, moi j'ai l'impression que quand même, en tant qu'artiste, vous allez avoir certaines frontières malgré tout, des terrains que peut-être vous n'explorez pas ou que si vous allez les explorer, ça va être très doucement ou vraiment au contact de quelqu'un. Là. Je pense qu'il y a une question d'intention aussi dans la question de l'appropriation. Tu sais, si on parle de partage, si on travaille avec toi, Lou, par exemple, un numéro où est-ce qu'on essaie de travailler ensemble, ton univers, il vient du Brésil, notre univers, on le fait dans le partage. On a autant envie, du moins je l'espère, on a autant envie les deux d'aller dans cette direction-là. Donc ça devient quelque chose qui se veut être un échange, qui se veut être un partage, qui se fait dans le consentement aussi des deux. Puis là où je pense qu'il y a une prudence qui s'impose, c'est quand il n'y a pas ce consentement-là, d'aller chercher des éléments culturels hors contexte d'une culture qui utilise ces éléments-là pour une raison X, que ce soit sociale ou spirituelle ou culturelle, d'aller les chercher sans que ce soit dans un esprit de partage commun, mais c'est là où je pense que les débordements et tous les enjeux qu'on a entendu parler dans les dernières années peuvent émerger. Oui, c'est ça, c'est toujours délicat parce qu'on a vécu politiquement beaucoup de fautes de respect jusqu'à aujourd'hui.
c'est quelque chose de dur quand on pense à la quantité de cultures qui sont tuées, on peut dire ça, quand on pense à l'histoire. Et comme artiste, on peut peut-être guérir et quand on fait un type de partage très respectueux, avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup d'intérêt. Ça, pour moi, c'est une façon de guérir cette faute de respect. Mais on a toujours, pour moi, c'est toujours mélangeant cette affaire-là parfois. C'est important qu'on continue à parler de ça. Oui, c'est un sujet qui est inconfortable, puis qui est complexe aussi, je pense. Mais c'est intéressant, la notion du consentement, puis la notion de la curiosité puis de l'appréciation. Exactement. C'est comme les choses qui sont au cœur de ça, mais t'as raison, moi aussi, c'est des questions que je continue à me poser. Je pense que c'est ça, puis c'est comme si, puisque la relation est quand même au cœur du trad, ça vient aussi peut-être aider à éviter les écueils de l'appropriation, là, si je peux dire comme ça. Là. C'est quand on parle de la relation que peut-être il peut y avoir plus d'appropriation, mais c'est ça, c'est une question très délicate, très épineuse. Désolée. C'est une excellente question, en fait. C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est important qu'on la ramène et qu'on se la pose ensemble et qu'on continue à se la poser encore. Puis on en revient. Tantôt, tu mentionnais, Lou, ce qui peut mettre des freins. Ben, je pense que la question aussi de la consommation versus la tradition qu'on partage, pour moi, ça fait partie de ça aussi. Est-ce que c'est une culture de laquelle je veux profiter ou une culture que je veux que les gens consomment ou c'est une culture que je veux partager avec des gens? Puis je pense que si on est dans le partage, il y a plus de chances, du moins, qu'on le fasse de façon peut-être consensuelle et respectueuse. Puis je pense que parler de territoire, parler de frontières, c'est aussi parce que ces enjeux-là sont là. T'sais, on le sait qu'il y a certaines limites, il y a des choses aussi des fois que volontairement ou involontairement on va exclure. T'sais, la question est excellente parce que c'est le revers de penser le territoire comme, c'est ça, ouvert et inclusif. Merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour de... on aurait pu continuer, mais on a bien discuté. Merci beaucoup pour votre participation, vos questions, la réflexion. Ben oui, merci énormément. Je vais peut-être prendre juste une petite minute pour remercier quand même David Tessier qui est à la production de notre petite rencontre. Puis je vais remercier aussi Thierry Clouette pour la musique qui va accompagner cette rencontre. Il faudrait aussi qu'on remercie le studio Porte-Parole. Oui, pour l'accueil très, très chaleureux. Puis finalement, le Conseil des arts et lettres du Québec pour le soutien à l'Arvoyeur. Et merci à vous pour l'invitation. Merci l'Arvoyeur pour tout ce que vous faites. Absolument, merci. Merci à vous d'être passé aujourd'hui.